Bonjour et bienvenue à cette édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussan. Au menu de cette édition, au Togo, on enregistre une montée des contaminations à la Covid-19. Les autorités sanitaires ont annoncé la présence du variant Delta dans le pays et appellent la population à la vaccination. Pendant ce temps, le Mali a démarré sa deuxième phase de vaccination contre le coronavirus. Les cibles sont les personnes âgées de plus de 18 ans et celles ayant des comorbidités. En Côte d'Ivoire, le premier patient d'Ebola enregistré dans le pays depuis 25 ans est à présent guéri. Les autorités sanitaires ont donné des nouvelles de la patiente et indiquent que la menace n'est cependant pas encore totalement écartée. Qu'est-ce qui explique la forte flambée de paludisme que l'on observe actuellement au Niger? La réponse dans notre rubrique Kesako. Et puis comme d'habitude, l'agenda scientifique de la semaine, ce sera en fin d'édition. Au Togo, les contaminations à la Covid-19 sont en constante augmentation. Pour expliquer cette situation, les autorités sanitaires annoncent la présence dans le pays du variant Delta du coronavirus et appellent les populations à la vaccination. La correspondance à Lomé de Nada Ibrahim. De juin à août 2021, les contaminations à la COVID-19 sont passées d'une centaine de cas à plus de 1000 cas au Togo. Le médecin colonel Djibril Mohamed dénonce les groupements et signifie la présence du variant Delta. Il est le responsable de la coordination de gestion de la riposte contre la COVID-19. Plus les cas augmentent, plus les personnes vulnérables seront touchées, plus ils seront hospitalisés, plus il y aura des décès. Et tous ces cas sont concentrés, bien sûr, dans le Grand Lomé, mais dispersés un peu maintenant dans presque toutes les préfectures. Et tout ceci s'explique uniquement par des clusters qu'il faut qu'on éteigne rapidement. C'est une situation qui est due aussi à la présence d'un variant, le variant Delta, qui a envahi presque tout le monde entier, qui est beaucoup plus contagieux, qui se transmet facilement. Le gouvernement soutient avec fermeté que la vaccination est l'un des moyens efficaces pour contrer la recrudescence des contaminations. 188 370 doses du vaccin Pfizer-BioNTech et 200 000 doses du vaccin Sinovac sont les derniers réceptionnés par le ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Midiyawa. La lutte que nous menons doit être intensifiée. Notre pays, comme la plupart des pays du monde, connaît en ce moment une flambée. La vaccination vient en appoint à la lutte et la cible vaccinale sera de plus en plus élargie compte tenu du fait que la maladie est en train de prendre des proportions inquiétantes. Depuis mars 2021, successivement, les vaccins AstraZeneca, Sinovac, Pfizer-BioNTech et Johnson & Johnson ont été proposés aux populations, ce qui a permis de vacciner environ 2,2% de la population togolaise. Nada Ibrahim, Lomé pour Santé, Sciences et Développement. Covid-19 toujours cette fois au Mali, la deuxième phase de vaccination a démarré le 23 août et va s'étendre sur 4 mois. Les cibles privilégiées de cette opération sont les personnes de plus de 18 ans et celles ayant des comorbidités. Une stratégie spéciale a d'ores et déjà été mise en place pour la réussite de cette campagne. À Bamako, Idelette Bissou. La deuxième phase de vaccination pour lutter contre la propagation de la Covid-19 au Mali a été lancée le 23 août. La campagne va s'étendre du mois d'août au mois de décembre 2021. Le vaccin sera administré aux personnes de plus de 18 ans et celles souffrant de comorbidité. Pour atteindre ces cibles, une stratégie a été mise en place, a précisé le Premier ministre de la Transition, Choguel Kokela Maïga. Pour atteindre les cibles, 3 stratégies classiques seront utilisées, à savoir la stratégie fixe dans les structures de santé, la stratégie avancée au niveau des villages et la stratégie mobile dans les camps des personnes déplacées internes. 151 200 doses du vaccin Johnson & Johnson vont être administrées aux populations pour un coût global de 623 millions de francs CFA. Selon le point focal Covid du centre de référence de Korofina à Bamako, Dr Keita, lors de la première phase de vaccination avec AstraZeneca qui s'est tenue de mars à juillet 2021,
la population n'était pas totalement engagée. Sur 396 000 doses reçues, Shogel Kokala Maïga a fait le point des vaccinés. Les résultats définitifs enregistrés au terme de cette première phase font état de 173 242 personnes vaccinées pour la première dose et 86 477 personnes vaccinées pour la deuxième dose. Au 25 août 2021, le Mali comptait 14 795 cas positifs, 14 065 guéris, 104 patients sous traitement et 537 décès. Idelek Bissou, Bamako, pour Santé, Sciences et Développement. Le 12 août dernier, la Côte d'Ivoire enregistrait son premier cas de maladie à virus Ebola depuis 25 ans. Les autorités sanitaires ont donné des nouvelles de la patiente la semaine dernière en indiquant qu'elle était désormais guérie. Néanmoins, la prudence reste de mise. Les précisions avec Isiaka Nguessan à Abidjan. Professeur Serge Eolier, chef du service des maladies infectieuses du CHU de Treichville à Abidjan, a annoncé mardi 24 août, au cours d'une conférence de presse, que la jeune patiente, premier cas malade d'Ebola, détecté le 14 août dernier, est biologiquement guérie. Mais elle est maintenue en observation pour la remonter au plan physique et la rétablir au plan psychologique, dans l'attente d'un retour d'analyse des produits biologiques de confirmation des tests virologiques et sérologiques envoyés au laboratoire de Lyon en France. Mais il y a un problème selon professeur Serge Eolier. Notre stratégie donc, de riposte, c'est vraiment d'actionner nos comités de veille qui doivent travailler avec beaucoup de rigueur, cohérence, pour faire les alertes nécessaires pour que nous puissions nous assurer que, indépendamment, enfin, en dehors de cette dame, de cette patiente, il n'y a pas un autre cas donc, qui est dans notre pays. C'est d'autant plus nécessaire que nous n'avons pas pu identifier de façon effective l'ensemble des cas contacts que nous avons projeté de l'identifier. Pour sa part, Dr Albert Kokouyao, enseignant-chercheur à l'Université Jean-Laurent Guédé de Daloa, préconise l'information de masse pour éviter des surprises désagréables. L'information doit être donnée à la population de façon claire et précise, de sorte que la population soit informée, qu'elle sache où se rendre lorsque la situation se présente, qu'elle puisse, elle, à son niveau, détecter les premiers signes cliniques pour pouvoir alerter le centre de santé le plus proche afin de déclencher une prise en charge précoce. Isiaka Nguessan, Abidjan, Santé, Sciences et Développement. Kesako, qu'est-ce que c'est? Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts. La question de cette semaine nous vient du Niger, je vous propose de l'écouter. Bonjour, c'est Dev.net. Je m'appelle Ibrahim Souley et je vous appelle depuis Niamey, au Niger. Actuellement, beaucoup de gens se plaignent du paludisme au Niger. Qu'est-ce qui peut expliquer cette recrudescence de cette maladie et comment peut-on la prévenir? Merci. Rendons-nous tout de suite à Niamey pour retrouver notre correspondant Diallo Issaka Amadou. Bonjour Diallo. Bonjour Sylvie. Vous êtes notre correspondant au Niger et pour répondre aux questions de notre auditeur, vous avez rencontré un spécialiste. Justement, on constate en ce mois d'août à Niamey une recrudescence du nombre de cas de paludisme sur la population. Les districts sanitaires sont pris d'assaut pour aller se faire consulter. Cependant, des mesures de prévention contre le paludisme sont préconisées par Dr Abou Abdourahmane, chef médecin district centre à Niamey 3. Le paludisme au Niger, c'est une maladie qui est même endémique. Je dirais que parce que à tout moment de l'année, on retrouve exactement des cas de paludisme. Seulement, c'est que pendant la saison hivernale, pendant la saison des pluies, il y a plus de cas de paludisme donc au sein de la population que pendant les autres périodes donc de l'année. Et cela est dû au simple fait que le paludisme étant une maladie qui est transmise par la piqûre des moustiques. Les moustiques prolifèrent mieux pendant la saison hivernale du fait donc de plusieurs raisons, dont des raisons climatiques, dont la température, l'humidité et maintenant aussi d'autres questions, d'autres raisons qui sont environnementales, dont la prolifération donc des gîtes. Donc le moustique a là où il peut se cacher et là où il peut produire ses œufs. Donc pendant la saison hivernale. Voilà pourquoi en fait pendant la saison hivernale, vous avez plus de cas de paludisme que dans les autres périodes de l'année. Pour s'en prévenir, il faut éviter surtout d'être piqué par le moustique. Et comment?
en utilisant donc la moustiquaire imprégnée lorsqu'on va se coucher, en portant aussi donc des habits très amples donc pour pouvoir protéger les membres même si on n'est pas au lit, aussi en détruisant les endroits où le moustique peut proliférer ou pondre ses œufs. Donc, c'est-à-dire donc tout ce qui a comme caniveau à curer, les déchets au sein des concessions, les usés, tous les récipients qui peuvent constituer des gîtes pour le moustique. Il faut vraiment donc les nettoyer. Il y a aussi la lutte même contre le moustique lui-même en tant que vecteur, donc qui utilise des insecticides. Donc là, on tue carrément le moustique. L'autre aspect de la protection ou de la prévention, c'est surtout l'usage de la chimioprophylaxie. Nous avons de plus en plus tendance à aller maintenant donc dans ce sens-là, où depuis quelque temps au Niger, le système de santé a prévu de prévenir le paludisme chez la femme enceinte pendant la grossesse. Donc la CPNR, la consultation prénatale, donc elle lui donne des médicaments destinés à la protéger contre le paludisme pendant sa grossesse. Pourquoi? Parce que on sait que c'est une personne qui est fragile. Elle et le fœtus qu'elle porte donc peuvent être victimes donc du paludisme. Il y a aussi le deuxième niveau donc de protection par la chimio-prévention, c'est surtout les enfants de 3 à 59 mois. Pendant la saison de haute transmission du paludisme, donc la saison des pluies, donc l'État ou le ministère de la Santé organise régulièrement des campagnes de distribution de médicaments destinés à prévenir le paludisme chez les enfants ou le paludisme de sa forme plus grave. Donc c'est ça nous appelons donc communément la CPS. Donc vous voyez les différents niveaux donc de prévention du paludisme peuvent être au niveau individuel par l'usage donc de la moustiquaire imprégnée, des habits amples, mais aussi à un niveau communautaire donc par la destruction des gîtes lavaires ou le nettoyage des caniveaux ou bien maintenant donc ou plus aller donc à un niveau vraiment étatique où là c'est vraiment des campagnes de chimio-prévention qui se font à l'endroit de certains groupes de personnes qui sont vulnérables. C'était le docteur Abou Abdourahmane, interviewé par notre correspondant Diallo Issaka Amadou à Niamey. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le +221 77 846 54 34. Je répète, le +221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email, c'est celle-ci, podcast@sidev.net. Podcast s'écrit PODCAST et Sidev s'écrit SCIDEV. Je répète, podcast@sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. Place à Virgile Aissou pour nous faire découvrir le contenu de l'agenda scientifique de la semaine. Bonjour Virgile. Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs. Alors nous sommes impatients de savoir quels sont les événements scientifiques à retenir à l'agenda cette semaine. À l'agenda cette semaine, notons que l'édition 2021 du Science Journalism Forum se tiendra du 30 août au 2 septembre. Le Forum du journalisme scientifique est un événement mondial multilingue virtuel où journalistes scientifiques, écrivains, éditeurs, étudiants et universitaires peuvent partager de nouvelles idées et réflexions en journalisme scientifique. Renseignements et modalités de participation sur le site www.sciencejf.com. Le 5 septembre, c'est la journée mondiale du blessé médulaire. Une blessure médulaire est une blessure à la moelle épinière. Elle peut couper la communication entre le cerveau et le corps et entraîner la paralysie totale ou partielle des membres et du tronc. Notons que dans le monde, plus de 250 000 personnes sont victimes de blessures médulaires qui entraînent souvent un handicap. D'une journée mondiale à une autre, le 6 septembre, c'est la journée mondiale des lymphomes. Cette forme de cancer du sang peut survenir à tout âge et toucher tout le monde. Il reste pourtant encore très méconnu et c'est bien l'objectif de cette journée mondiale que de le faire connaître auprès du grand public. Originalité de cette journée mondiale, elle est organisée en France par une association de patients France Lymphome Espoir et s'étalera sur 10 jours, du 6 au 15 septembre. C'est à suivre en direct sur le site de l'événement www.journéefrancelymphomeespoir.fr journéefrancelymphomeespoir.fr.
Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Sylvie. Merci Virgile, merci à vous également, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien. Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net/fr. Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de recherche pour le développement international, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.